Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce, le podcast qui stimule votre envie d'entreprendre. Ce nouveau format vous est proposé par CréaJob afin de vous offrir des contenus inspirants et diversifiés. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Thierry, fondatrice de Cycle en Cercle. Laurence est psychologue clinicienne et psychothérapeute d'orientation systémique. Elle est également une professionnelle dévouée à sensibiliser, transmettre et accompagner les femmes durant des passages compliqués de la vie. Notre invitée, basée à Godin, en province de Namur, est particulièrement impliquée dans le cycle de la vie et plus particulièrement dans le cycle féminin. Mais attention messieurs, ceci peut également vous intéresser. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors célébrer, sensibiliser, accompagner sont vos maîtres mots à travers votre projet qui est Cycle en Cercle. Mmh. Vous êtes un peu un petit ange au-dessus de la tête des femmes Mmh. qui les aide à mieux traverser des épreuves de la vie difficiles. Cycle en Cercle, qu'est-ce que c'est concrètement ? Un cycle en cercle. Cycle en cercle, c'est un projet qui a germé pendant de nombreuses années. D'abord à partir de mes propres découvertes et ce que je cherchais pour moi-même et puis qu'après j'ai eu à cœur de transmettre. Et donc ce qu'il y a au cœur de ce projet, c'est vraiment la notion du cycle. C'est qu'on est dans une société très linéaire et donc l'idée c'est de pouvoir remettre un peu du rond, du cycle d'être dans quelque chose de plus fluide et plus tournant. Et en cercle, pourquoi ? Parce que on est quand même dans une société où on est fort isolé. Et l'idée du cercle, c'est de pouvoir se rassembler ensemble, en cercle, tous à la même distance du centre du cercle. L'idée de base, c'était de pouvoir aborder le cycle de la femme en cercle de femmes. Et puis plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que c'était le cycle du vivant en cercle de personnes. Et donc, voilà, je raconterai probablement après, mais il y a tout un pan de travail qui se fait aussi dans des cercles mixtes et autour du cycle du vivant dans la nature, par exemple. Vous avez plusieurs casquettes à travers ce projet. Mmh. Accompagnatrice au burn-out, Mmh. accompagnatrice psy. Comment vous êtes-vous rendu compte que ces domaines vous touchaient tout particulièrement ? Mmh. Ouais, il y a vraiment plusieurs casquettes. Parce que quand j'ai approfondi la notion du cycle, je me suis fort rapprochée des saisons, parce que finalement, un des cycles qui nous remplit le plus, c'est le cycle du vivant et le cycle des saisons. Et je me suis rendu compte que j'avais envie, en tant que psychologue clinicienne, d'accompagner les automnes et les hivers, c'est-à-dire les périodes de nos vies qui sont parfois plus compliquées ou qui nous amènent à l'intérieur de nous avec des choses parfois plus souffrantes, mais que j'avais aussi envie d'accompagner les printemps et les étés. Et donc, il y a une part de mon travail plus clinique qui va être d'accompagner les moments difficiles, les automnes et les hivers, et puis une part de mon travail plus tout venant qui va permettre de tourner dans le cycle complet. Vous proposez également divers ateliers autour de la sensibilisation, par exemple l'atelier mère-fille. Vous parlez d'un carnet créatif ou encore d'un carnet de deuil. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne au niveau de ces ateliers ? Ouais, tout à fait. Alors les ateliers, pour moi, c'est vraiment la possibilité d'être en groupe, donc d'être en collectif, et donc qu'on n'est pas du tout dans une transmission top-down, mais qu'on est en train de faire des partages au même niveau, avec évidemment un cadre d'information que je vais amener, mais le partage entre les participantes et les participants est vraiment au cœur. Donc, par exemple, dans les ateliers mère-fille, c'est un atelier qui est dédié au cycle menstruel. Et donc, ce sont les mères, enfin, c'est des duos une mère et une fille qui viennent ensemble, à plusieurs, il y a 4 ou 5 duos. Et on va ensemble récupérer le savoir autour du cycle menstruel, partager et puis aussi créer. Alors, pourquoi créer dans un carnet ? Parce que pour moi, le carnet créatif, ça a été un outil de développement personnel énorme depuis 15 ans. Et je l'ai vraiment décidé de le mettre au service parce que c'est un espace dans lequel on peut plonger en soi. Et donc, je vais donner des consignes, des propositions pour aller créer de manière très simple, coller, écrire, dessiner. Et alors, vous parlez du carnet de deuil. Ça, le carnet de deuil, c'est vraiment un processus qui a été mis en place par Nathalie Hanot, qui est une psychologue belge ici à Namur, et qui est la possibilité de redonner de la place au deuil, deuil qui n'a plus beaucoup de place dans notre société. Et donc ça va se faire sur 2 journées, soit ça va se faire sur plusieurs séances en groupe, soit ça va se faire en individuel. Mais c'est l'idée qu'on va apprendre c'est quoi le processus du deuil et surtout créer autour des étapes du deuil. Pour pouvoir mieux l'accepter. Ouais, l'accepter et vraiment se laisser traverser par les émotions qu'en général on ne s'autorise pas à vivre parce qu'on nous dit voilà, il y a 3 semaines qui sont passées, c'est bon, tout le deuil est fait. Alors qu'en fait, il va falloir au moins 4 saisons, grand minimum, pour pouvoir traverser un deuil. Et la créativité, c'est vraiment l'occasion de se réapproprier, de transformer les émotions. Parce que c'est ça qui est quand même souvent au centre. Est-ce que vous avez eu des retours de vos patients après les ateliers qui vous ont confirmé que vous avez choisi la bonne voie ? Alors, ce que je reçois souvent comme retour, c'est que le cycle, je le vis. Et donc, quand je
propose un atelier, quand je partage des informations, vraiment, c'est ça qu'on me dit, mais en fait, tu le vis. Et donc, c'est de cet endroit-là que je le transmets. Ouais, vraiment. Des bons retours à chaque fois. Oui, Il y en a qui souvent. reviennent aussi refaire des activités chez vous? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui différencie vos ateliers, votre manière d'aider les femmes? Alors, bon, ça, c'est une question qui est un peu difficile. Je dirais que ce qui différencie, c'est que j'essaye vraiment de donner une carte pour pouvoir se repérer où on en est dans notre vie. Alors, si on est à l'échelle du cycle menstruel, c'est de pouvoir partager cette carte du cycle menstruel, de dire où j'en suis dans mon cycle. C'est une question que je pose très souvent. Et que ça donne des indices de pourquoi je suis dans cette émotion-là, pourquoi je suis dans ces émotions-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de partager. Et puis, du coup, à une échelle de vie beaucoup plus large, ça va être où j'en suis dans mes saisons de ma vie. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment l'approche qui est liée à la formation systémique que j'ai suivie. C'est de remettre un moment dans un contexte beaucoup plus large. Ouais. Et donc, ça donne des clés pour être plus acteur de sa vie. Oui, c'est ça. C'est vraiment une manière. Pour moi, c'est vraiment de rendre le pouvoir à chacun et chacune en ayant des clés où je suis en fait là-dedans. Où je me situe. Ouais, vraiment. Vous proposez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des séances individuelles ou en groupe. Qu'est-ce que ça change entre les deux? Alors, les séances individuelles, elles vont quand même être plus liées à la thérapie. Maintenant, j'ai parfois une ou l'autre femme qui vient vraiment chercher des informations, mais très vite, je suggère qu'on aille vers les ateliers parce qu'il y a toute la richesse du partage. Donc, le travail individuel, ça va être d'accompagner au plus près un processus personnel, et donc souvent quand il y a une difficulté. D'accord. Ouais. Et le processus en groupe, c'est vraiment de partager ensemble les ateliers Mais en groupe, il y a aussi un volet thérapeutique, puisque maintenant que je travaille comme psychologue conventionné. Et donc, il y a, et ça c'est vraiment une grande chance, l'INAMI donne la possibilité de créer des groupes d'accompagnement. Ah, oui. Et donc, les thématiques du burn-out, du deuil, du postpartum, j'accompagne aussi les mamans après la naissance, et de la ménopause, qui est aussi un sujet qui est vraiment au cœur de mon travail. J'ai des ateliers que je propose dans le cadre de l'INAMI. Et donc là, on est vraiment dans une perspective de soins psychiques. Et c'est complet, quoi. Et oui, il y a vraiment de la demande. Parce que dedans, je propose aussi des aspects de créativité, de l'information et du partage. Super. Ouais. Et concrètement, si je souhaite venir, par exemple, avec ma maman, faire un atelier sur la ménopause, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce qu'on fait pendant l'atelier? La première chose, c'est d'aller voir quand il y a quelque chose qui est programmé. Donc voilà, selon les moments de l'année, selon ma disponibilité, je vais faire plus ou moins d'ateliers. Donc ça, c'est la première chose. Alors, j'aime aussi assez souvent avoir un contact direct parce que je travaille quand même beaucoup dans un réseau de main à main, comme j'appelle ça, pour être sûr que ce soit la bonne place pour chacun et chacune. Et puis après, quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un temps d'accueil, un temps où on peut se déposer, on respire. Moi, j'aime bien dire, on se met d'abord en lien avec soi-même. Donc, on va se poser, il va faire calme, on va respirer, je vais guider. Et puis, tout doucement, on va se mettre en lien les unes avec les autres pour se souhaiter la bienvenue, pour déposer sa météo, comment on est là, ce jour-là, avec des photos, un photolangage, des cartes, pour aussi ne pas être juste dans le vide. Mais pour moi, un maître mot, c'est le confort. C'est-à-dire que quand on arrive, on cherche à être confortable dans son corps pour être bien assise, dans ses émotions, de se sentir accueilli. Et puis après, il va y avoir plein de propositions, des moments de partage d'informations. Ça fait quoi d'entendre ces informations? Et puis on va faire une plongée dans son journal. Et puis peut-être on va bouger un peu, du mouvement doux, un peu de danse. Et puis voilà, l'atelier va se dérouler. Parfois c'est une journée, donc on aura le temps informel du midi. Parfois c'est sur 3 jours. La semaine prochaine, j'ai un atelier de 3 jours. Donc là, il y a beaucoup de temps informel. Et puis alors, je prends vraiment beaucoup soin aux transitions. Donc quand on arrive et quand on part, il y a toujours un moment qui soigne les transitions. Dans notre vie, dans notre société qui va tellement vite, on en oublie qu'on doit soigner les débuts et les fins. Il faut prendre son temps. Ouais. Comme on en oublie de soigner les débuts de la vie et les fins de la vie. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, c'est vraiment à différentes échelles de temps, soigner tout ça. Et quel est votre parcours académique et professionnel et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce domaine si particulier? Alors, donc, je suis psychologue de formation. J'ai fait une licence en psychologie à l'époque. Très tôt, j'ai su que j'allais travailler avec les jeunes enfants et que j'allais travailler dans le cadre de la prévention. Donc, j'ai travaillé pendant vraiment 20-25 ans dans les crèches et j'accompagnais les bébés à travers les puéricultrices et les parents. Et là, c'est maintenant que je mets ces mots-là, mais pendant toutes ces années-là, j'ai vraiment travaillé à être à l'écoute des besoins des tout-petits avec des femmes, puisque je travaillais beaucoup avec des groupes de femmes, des professionnels. Et c'était l'idée de comment on peut être soi-même bébé dans une collectivité sans devoir s'adapter au collectif. Et donc voilà, pendant vraiment des années, j'ai travaillé autour de ça.
Et puis, je pense qu'autour de 35 ans, j'ai vécu aux États-Unis. Mhm. Et là-bas, il y a eu 3 grandes ouvertures. Je travaillais toujours dans la petite enfance là-bas. C'est que j'ai découvert les cercles de femmes. J'ai entendu parler au coin d'une formation que le cycle menstruel était lié aux saisons. Mhm. Et j'ai eu mes premiers ateliers créatifs. D'accord. Et donc, je suis revenue en Belgique. J'ai continué mon travail dans les institutions européennes, donc dans une grosse structure. Mais il y avait une porte qui était ouverte. Et donc, j'ai exploré. Et quand j'étais malade dans le travail où j'étais en burn-out. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que quelque chose change. Et c'est maintenant que j'ai compris qu'en fait, j'ai déplacé mon point d'attention de l'écoute des besoins des jeunes enfants à l'écoute des besoins des femmes. Mhm. Et de pouvoir être au plus près de ce qu'on sent nous-mêmes pour pouvoir être pleinement nous-mêmes. Alors je dis nous-mêmes en tant que femmes parce que c'est vrai que mon public est majoritairement féminin, mais il y a plein d'hommes qui se posent ces questions-là aussi. Mhm. Et donc j'ai en fait déplacé l'endroit des jeunes enfants au moment de leur développement initial au moment de vie de transformation des femmes, et donc comment on évolue en s'écoutant, en étant à l'écoute de ses besoins. Alors donc, j'ai quand même dû faire un gros choix parce que j'ai décidé de quitter ce travail qui était très sécure au niveau financier, et oui, vraiment très sécure. Donc j'ai d'abord pris une pause carrière, puis j'ai démissionné. Et puis là, je me suis dit, je savais que je démissionnais pour construire Cycle en Cercle, j'avais déjà eu ma vision, mais je me rendais bien compte que je ne pourrais pas y arriver toute seule. Donc j'ai récupéré des droits de chômage, donc ça c'était déjà une première petite sécurité. Et puis j'ai cherché dans les différentes SAS, et c'est clairement CréaJob qui m'a donné ce sentiment que là j'aurais un accompagnement qui me convient. Et comme vous venez de le mentionner, vous avez pu vous lancer dans votre activité grâce au soutien de CréaJob. Donc pour rappel, pour nos auditeurs, CréaJob est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. Elle accompagne les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi ou en préavis dans leurs projets d'entreprise. Le challenge de CréaJob est donc avant tout d'escorter le parcours de création de l'idée jusqu'au premier mois après l'installation des porteurs de projets. Qu'est-ce qui vous a poussé à vraiment vous diriger vers CréaJob et comment vous avez découvert, pris la connaissance de CréaJob? Alors, ça a été plusieurs étapes parce qu'au début, je ne savais même pas que ça existait, les SAS. Quand j'ai entendu que les SAS qu'il existait des SAS, j'ai regardé un peu quels étaient les SAS dans ma région en tout cas. J'ai pris contact et j'ai vraiment bien apprécié le premier contact que j'ai eu avec CréaJob. C'était avec Fanny qui m'accompagne toujours maintenant. Parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait au projet que je portais, même si c'était encore que le début, que c'était l'ébauche. Alors je savais qu'il y aurait quand même un certain cadre au niveau des plans financiers, qu'il faudrait montrer patte blanche. Mais je me suis dit c'est ok, je vais me mettre dans ce moule-là parce que je sais que mon projet est entendu, il est compris, et donc ça fait partie des règles en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et justement, vous avez eu au niveau de l'accompagnement, vous avez eu Fanny comme accompagnatrice. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un accompagnateur qui vous soutient et qui vous fait sortir de votre zone de confort? C'est vraiment indispensable, je peux dire ça comme ça. Parce que moi, je venais d'une logique où j'étais dans l'administration, en fait. J'étais dans une grosse administration. Et donc, je n'imaginais pas toutes les étapes qu'il y aurait à franchir. Et donc, j'ai vraiment reçu énormément d'accompagnement et de temps et de patience, je dirais ça comme ça. Les premières démarches, de la pure compta, c'était vraiment déjà des choses très pratico-pratiques, mais auxquelles il fallait se familiariser. Et il n'y avait pas de pression, c'était juste, mais c'est normal, ça prend du temps. À côté de ça, il y avait quand même aussi des exigences de remplir certaines étapes. Et j'avais bien dit au début que moi, j'avais besoin qu'on me donne des échéances. Et ça, c'est aussi une des grandes qualités de CréaJob. C'est qu'on a des échéances et on va vraiment nous soutenir à les remplir, enfin, à y répondre et à les atteindre. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai vraiment toujours senti de la bienveillance, du soutien et ce qu'il fallait pour se dépasser. Ok. Ouais. Et chez CréaJob, à côté de l'accompagnement, il y a aussi des formations. Ah, ouais. Vous avez eu l'occasion de suivre des formations. Lesquelles et qu'est-ce que ça vous a apporté? Ah oui, ça vraiment, elles ont été essentielles, les formations. Je ne les ai pas eues tout de suite, donc c'est vrai que maintenant je sais qu'elles ont lieu plus vite dans le parcours et c'est vraiment important. Il y a eu la première formation qui était « Je développe un projet qui a du sens ». Et ça, c'est vraiment une formation qui a été très humaine, qui a donné des outils très actifs et où j'ai pu mettre des mots sur mon projet. Ça a été vraiment essentiel. Et merci Violaine. Et puis après, il y a eu toutes les formations qui ont permis d'avoir les outils de communication, de comptabilité. Il y a eu aussi une formation qui était sur la thématique de « Je dépasse les obstacles ». Ça a aussi été vraiment important parce qu'en plus, pour moi, ça faisait le lien avec mes outils personnels et le monde de l'entrepreneuriat.
Et donc, les formations qui étaient avec la double casquette, ça m'a beaucoup aidé à prendre de la confiance. Oui. Ouais, ça, c'était vraiment important. Et alors, si je peux encore dire une chose, c'est que dans ces formations-là, on est vraiment en lien avec les autres participants. Ah oui. C'est pas chacun dans sa bulle. Donc, il y a du groupe. Donc Donc ça forcément, revient, moi, en fait. ça me revenait et moi, j'y crois et je sais que ça porte et donc ça portait ses fruits. Exactement. Et d'après vous, quels sont les avantages à collaborer avec une structure qui accompagne les passionnés comme vous? Alors, c'est vraiment d'être dans la réalité. On n'est pas juste avec ses idées comme ça à flotter et soit éventuellement à juste rêver, rien réaliser, ou bien rêver et que c'est pas concret, que c'est pas réalisable. Donc, pour moi, c'est vraiment de se confronter à la réalité. Ça a été vraiment ça. Et avec du soutien, évidemment. Toujours. Ouais, du soutien. Et se confronter à la réalité, c'est aussi réussir à passer à l'action. Parce que je ne suis pas la seule, mais une des difficultés, c'est de ne pas avancer, en fait. De se trouver toutes les bonnes raisons de reporter. Ouais. Et là, il y a tout le temps des échéances, donc du coup, il n'y a pas le choix. Et quels sont vos prochains projets pour la suite de votre activité? Mais donc, je m'installe à titre principal au 1er septembre. Donc, je termine mon parcours en couveuse là maintenant. Donc, mes projets, en fait, c'est vraiment de prendre du plaisir à travailler dans ce que j'ai construit. Je pense que c'est la première fois dans ma carrière que je me sens aussi créative. Et donc, vraiment, mon objectif, c'est de continuer à savourer que j'ai créé mon travail et que je peux être créative dans ce que je fais. CréaJob propose des parcours de formation aux porteurs de projets et de votre côté, vous avez suivi de nombreuses formations spécifiques dans le domaine d'activité que vous faites, comme le leadership féminin, l'ikigai, l'énagramme, des mots qui peuvent sembler familiers pour certains, mais être inconnus pour d'autres personnes. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi ces apprentissages nourrissent votre expérience? Oui, la question du leadership féminin, pour moi, c'est vraiment un parcours de formation important parce que ça permettait de se rendre compte de comment canaliser nos énergies quand on travaille et quand on est ensemble. Alors, le terme féminin apparaît beaucoup, c'est le principe féminin, c'est pas les femmes ou les hommes, c'est l'énergie féminine. Une énergie qui demande à être canalisée, sinon, en tant que femme, souvent, on se perd, en fait. Donc, cette formation-là, c'était un long parcours, elle m'a vraiment permis de focusser, de concentrer des intentions et des énergies et d'amener un groupe dans une intention et une énergie focusée. Ça, c'était vraiment important. L'ikigai, ça a été un parcours que j'ai fait avec Emera Coaching. Je la cite parce qu'elle fait vraiment un travail extraordinaire qui m'a permis c'était avant d'arriver chez CréaJob, c'était préalable. Ça m'a vraiment permis de sentir le cœur de ce que je voulais. Et puis avec CréaJob, je l'ai mis en place, je l'ai implémenté. Et donc l'ikigai, en plus, ça me convient bien parce que c'est vraiment les 4 cercles qui se rencontrent et au centre, il y a l'ikigai entre ce pourquoi je suis douée, ce qui me passionne profondément, comment je contribue au monde et comment je gagne ma vie. Et j'ai vraiment le sentiment qu'en ayant fait ce parcours ikigai et puis d'avoir pu le mettre en œuvre avec CréaJob, finalement, maintenant, je suis là au centre. Et alors l'énéagramme, ça, c'est plus vraiment un outil de connaissance de soi et qui est aussi très intéressant pour pouvoir comprendre la complémentarité avec les autres. Et donc finalement, d'être beaucoup plus dans l'acceptation de tous les styles et pas de devoir se mouler dans une manière d'être, qui est du coup difficile parce qu'on perd son énergie si on veut être autrement que ce qu'on est. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment 3... Oui, c'est vrai. Et les 3 sont dans l'idée du cercle. Parce que l'énéagramme, c'est aussi un cercle avec 9 bases. Le leadership féminin, c'est le cercle. Et l'ikigai, c'est les cercles. Donc, il y a quelque chose pour moi que je ne peux pas faire sans cette circularité. Il y a toujours un lien à chaque fois. Ouais. J'ai l'impression que vous n'arrêtez jamais de vous former. Au final, est-ce un conseil que vous donneriez aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de se former, toujours se former, et pourquoi? Ah oui. Alors, c'est clair que moi, la formation, ça a toujours été présent. D'ailleurs, là, j'ai déjà des nouveaux parcours de formation depuis que je me suis inscrite. Alors, pourquoi? Parce que ça dynamise, en fait. Ça donne une dynamique, ça permet de ne pas stagner. Alors, moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot tiers. C'est-à-dire que la formation, elle vient nous amener du tiers, elle vient nous amener de l'information extérieure. Donc, elle empêche de ronronner. D'accord. Voilà. Alors, c'est très personnel. Moi, je suis très curieuse, j'adore apprendre. Vraiment, ça me remplit. Donc, je ne peux pas imaginer de ne pas me former, mais ça ouvre. Je pense que c'est vraiment une dynamique qui ouvre. Et ce n'est pas pour rien que je propose des ateliers et des formations. C'est parce que ça vient nourrir. Vous recevez ou vous pouvez recevoir vos patients dans une grande ou une petite yourte dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Pour vous, le lieu de travail est-il important pour l'entrepreneur? En quoi on fait la différence? Certains disent: «Je vais à mon bureau», vous dites: «Je vais dans ma yourte». Comment ça se passe? Oui, oui, non, c'est clair que le lieu est important. Alors bon, une yourte, c'est rond. Ici, ça s'imposait parce que ça permettait de faire une extension de la maison, donc c'était une des premières raisons. Mais quand même, très vite, j'avais rêvé d'avoir un espace tel qu'une yourte, qui est un espace qui est rond, qui est très lumineux, dans la nature. Souvent, les personnes qui viennent me disent j'ai l'impression que je suis contenue, je me sens comme dans un cocon. Et donc, pour le travail que je fais d'accompagnement, bah, ce sont des lieux où on peut parfois naître à d'autres parts de soi-même, être vraiment avec soi. Donc, en tout cas, c'est très confortable d'être dans mon lieu de vie. Et en même temps, il y a un autre endroit où je travaille qui est le centre au cœur de la vie, à Vezin. Et là, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une équipe. Et donc, il y a l'occasion de rencontrer d'autres professionnels. Donc, finalement, je travaille plus chez moi, mais c'est intéressant d'avoir les deux types d'espaces. Et de nouveau, de choisir son lieu de travail par rapport à aller à un bureau et dans une institution. Mais justement, vos passions, en quoi est-ce différent d'un bureau plus traditionnel? Eux, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils rentrent ici? Mais je pense que les personnes qui arrivent, elles voient tout de suite la place de la créativité. En tout cas, dans la petite yourte où j'ai mes consultations, il y a tout le matériel créatif qui est là. C'est un peu différent, donc ça montre quand même qu'il y a un point d'attention, une thématique qui sont, moi je dirais quand même émergentes, parce qu'on n'en parle quand même pas encore beaucoup du cycle de la femme, tous les aspects du parcours, du processus de deuil aussi, on n'en parle pas beaucoup. Donc je pense que mon lieu, il montre que c'est un espace qui est... Il y a de l'espace pour ce qui n'est pas nécessairement commun. Est-ce que d'une certaine manière, vous pensez que votre entreprise contribue à promouvoir le bien-être féminin? Mais je pense que oui. Oui, je pense bien. C'est la thématique qui est au centre. Et je leur dis, c'est vraiment le principe féminin, c'est pas que les femmes. Donc c'est vraiment comment actuellement, dans un monde en pleine mutation, on œuvre à aller dans nos intériorités, à aller un peu chercher en soi plutôt que d'être tout le temps dans la frénésie, dans l'action, dans la linéarité, avancer toujours plus. Donc oui, je pense que mon activité, elle vise à accompagner le retour sur soi dans la solidarité. Ça, c'est vraiment important. C'est pas être en soi juste pour être en soi, c'est revenir en soi pour pouvoir retourner. Alors là, une phrase que Nathalie Hanno m'a souvent partagée en disant on va passer par une phase solitaire pour pouvoir aller dans le solidaire. Donc, moi, j'ai tout le temps ça en tête. Je me dis, on vient en soi pour aller après avec l'autre. On n'est pas fait pour être seul, quoi. Oui, on est des êtres sociaux. Vraiment. Et puis, on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Totalement. On a d'abord à être suffisamment en paix, à l'aise avec soi-même. Oui, c'est ça. Ouais. Avec sa propre présence. Oui, vraiment. Que donneriez-vous comme conseil aux femmes qui veulent se lancer elles aussi dans l'entrepreneuriat, mais dans des domaines aussi spécifiques que le vôtre? Alors, je pense que la première chose, c'est de sentir qu'on a un appel et vraiment un élan. Oui, le mot élan, il a été fondamental pour tous les choix que j'ai posés. Donc, quand j'ai senti que j'avais plus l'élan dans mon travail d'avant, je me suis dit là, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, sentir qu'il y a l'élan pour aller vers quelque chose, et pas que l'élan financier du tout, vraiment l'élan. Et puis alors, pour moi, la chose la plus importante, c'est les petits pas. Si j'avais pas fait les petits pas, des petits pas qui étaient possibles, j'aurais jamais pu oser me dire que j'allais faire l'ensemble. Donc les petits pas, ça c'est... Les petits pas, vous voulez dire ça dans le des sens... petites étapes pour construire son projet. D'accord. Et qu'il y en a qui sont très durs, mais que le fait de se permettre de faire un petit pas en demandant de l'accompagnement, du soutien, et puis que ce pas se fait, et ben, du coup, ça permet de faire le suivant, et ça permet de faire le suivant. Et donc, même si on est dans des domaines un peu différents, enfin voilà, des domaines d'accompagnement, ça peut faire très peur de se lancer, vraiment. Et donc, séquencer le travail et faire des petites choses, ben, du coup, ça permet d'avancer. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais sentir l'élan. Et justement, chez CréaJob, on a fait une étude qui démontre qu'il y avait une majorité numérique de femmes qui se lançaient dans l'accompagnement des SaaS comme CréaJob et qu'il y avait beaucoup moins d'hommes qui se lançaient justement dans cet accompagnement, dans l'entrepreneuriat de leur entreprise. Pour vous, ça vient d'où? Alors, j'ai pas du tout envie de tomber dans des caricatures, mais ce que j'entends et ce que j'observe des femmes, c'est qu'il y a quand même un manque de légitimité qui est souvent très présent chez les femmes, et un manque de confiance. Et donc, ça va demander d'être accompagné. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de faire ensemble.
Donc, dans la question d'être en lien pour créer. Qu'on est quand même dans une société avec des stéréotypes et des manières qui sont quand même assez caricaturales, voilà, même si ça évolue. Et je pense que les femmes vont manifester le besoin d'être entourées, de pouvoir co-créer, de pouvoir être ensemble, parce que c'est un modèle qu'on nous a enseigné beaucoup plus depuis qu'on est petite, que des hommes, dans leur majorité, de nouveau, sans être dans les caricatures, vont foncer, et donc vont se poser moins de questions. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, c'est un élément de réponse. Maintenant, j'ai un petit jeu pour vous. C'est le « vous êtes plutôt ». Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et vous pouvez argumenter sans problème. Séance individuelle ou en groupe? Je vais dire les deux, parce que pour moi, ça se complète. Mais j'ai quand même vraiment un coup de cœur pour les groupes. Oui. C'est quelque chose dans laquelle je me sens tellement à ma place. Oui. Et pourquoi ça? Alors, j'ai vraiment cette sensation que quand je suis assise dans un groupe, avec un groupe, c'est comme si j'ouvre un espace. Okay. Et par ma présence, parce que j'ai la sécurité de tout ce que j'ai comme information, mais surtout, c'est comme si j'ouvre un espace où des personnes peuvent être elles-mêmes et en lien. Voilà. Et donc, je suis nourrie, et c'est ça, souvent je dis, je nourris le cercle et le cercle me nourrit. Ce que j'ai aussi en individuel, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe dans un groupe. Oui. Innovation ou traditionnel? Innovation. Innovation, pas parce que ça permet de créer. Et on ne se remet jamais sur nos lauriers. Non. Carnet créatif ou carnet de deuil? Carnet créatif pour faire un carnet de deuil. Encore un joker. Mais en fait, parce que le carnet de deuil, c'est du carnet créatif. D'accord. C'est juste le carnet créatif qui est mis au service du processus du deuil. D'accord. Donc ça revient à peu près à la même chose. Ouais. Le carnet créatif est plus large parce qu'il va pouvoir englober plein de thématiques. Le carnet de deuil, il est vraiment sur une thématique. La sensibilisation ou la célébration? C'est difficile de choisir. Moi, je pense que mon cœur tire quand même vers la sensibilisation. Oui, il y a quand même vraiment l'intention de transmettre un contenu, des informations. J'adore célébrer, je propose des célébrations, j'accueille ici, mais je trouve ça tellement passionnant, et quand je vois ce qu'apporte ce contenu aux personnes à qui je le transmets, que je serais triste de ne faire que célébrer. Oui. Et puis, il y a toujours une base à tout, de toute façon. Oui. Et les derniers, cercle ou carré? Cercle, ça c'est évident. Et ça me sort comme je pense souvent à Harry Potter avec les lettres qui passent par la boîte aux lettres quand il est invité à Poudlard. De toutes les façons, je reviens toujours au cercle, en fait. Vous les voyez partout? Je les vois, oui, c'est ça. Et puis ça s'impose parce que c'est circulaire, parce que ça rassemble, parce que c'est ça. Merci infiniment, Laurence, d'avoir pris le temps de nous répondre, de prendre du temps pour partager aussi vos expériences et votre parcours. C'était très enrichissant, merci infiniment. Et je vous souhaite vraiment le meilleur dans votre suite de parcours. Merci, et vraiment merci à CréaJob de permettre que nos projets prennent naissance et aillent à la lumière. Merci encore. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez réécouter ce nouveau format podcast audio sur Spotify, YouTube et bien d'autres. N'hésitez pas à suivre CréaJob sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coup de pouce et pour d'autres contenus inspirants et diversifiés.